Rebonjour et bienvenue à la deuxième partie de la matinée éolien offshore flottant. Cette fois, nous allons interroger les entreprises elles-mêmes sur les plans de développement et puis la façon dont elles se préparent à l'arrivée des parcs commerciaux surtout. Mais avant cela, on va avoir un petit moment sur la concertation, la façon dont elle va être organisée, avec Frédéric Autric, qui est directeur de projet éolien flottant de la DREAL Occitanie, qui va nous expliquer la façon dont doit se dérouler le débat public sur les projets de ferme. Monsieur Autric, bonjour. Oui, bonjour, merci. Eh bien, écoutez, je voulais commencer donc mon introduction en vous rappelant que le processus de développement des projets éoliens en mer et leur raccordement a été profondément réformé par la loi dite ESSOC, une loi pour un État au service d'une société de confiance qui prévoit désormais que le projet porté au débat public l'est avant le choix de l'opérateur industriel qui sera amené à réaliser et à exploiter le parc commercial, alors qu'auparavant, c'était l'inverse. C'était l'opérateur, une fois choisi par l'État, qui portait le projet au débat public. Alors, ce débat public, comme vous le savez, c'est un dispositif de démocratie participative qui va permettre au public d'être associé en amont de la décision sur ces projets de parcs commerciaux. Le débat portera à la fois sur l'opportunité, la pertinence de ces projets, et puis permettra évidemment d'échanger sur leurs caractéristiques et les impacts potentiels sur les usages ou sur l'environnement, par exemple. Donc ce débat public, je le précise, c'est un débat qui va être organisé par une autorité administrative indépendante, qui ne dépend pas de l'État, ni des régions d'ailleurs, c'est la Commission nationale du débat public, et cette commission va s'appuyer sur une commission particulière qui a été nommée et qui sera chargée d'organiser et d'animer ce prochain débat public qui s'organisera l'année prochaine. Alors, le projet de parcs commerciaux s'inscrit dans un historique, on l'a rappelé ce matin, qui a commencé dès 2015 avec l'identification en mer Méditerranée de 3 zones à potentiel pour les fermes pilotes qui ont été retenues dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME. Ce travail de concertation avec les acteurs de façade s'est poursuivi au sein du Conseil maritime de façade en 2018 et 2019, qui a permis d'identifier des zones de vocation en mer dans un exercice de planification finalement maritime, et en l'occurrence d'identifier 4 macrozones à potentiel réparties sur la façade Méditerranée, j'allais dire aussi bien en région Occitanie qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, cette année, en 2020, toujours au sein du Conseil maritime de façade, dans une commission spécialisée qui associe les acteurs de la mer, un travail plus fin a pu être fait et sera porté à la connaissance du public lors du prochain débat. Je voulais rappeler également que ces projets de parcs commerciaux s'inscrivent effectivement dans la programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2028, qui identifie les ambitions de la France en matière d'éolien en mer, sur les différentes façades maritimes, et notamment en Méditerranée, avec des projets qui vont être attribués d'ici 2022, en l'occurrence 2 parcs commerciaux de 250 MW chacun. Alors, ces projets de parcs commerciaux, à ce stade, ils sont portés au débat public par l'État, donc le ministère de la Transition écologique, avec le ministère de la Mer, qui est également associé, RTE, qui est maître d'ouvrage pour la partie raccordement de ces parcs avec le réseau électrique de transport, et puis avec la contribution des 2 régions avec qui nous travaillons étroitement, la région Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je voulais préciser que le projet qui va être porté au débat public concerne à la fois les 2 premiers parcs commerciaux qui seront attribués d'ici 2022 pour 250 MW chacun, mais qu'on souhaite également que le débat public porte sur leurs extensions ultérieures qui pourront être attribuées à partir de 2024 et qui donc sont dimensionnés pour faire 500 MW chacune. Et le débat porte également sur les raccordements mutualisés des parcs initiaux et de leur extension vers la Terre pour rejoindre le réseau de transport électrique. Je voulais conclure en vous précisant que l'objet du débat pour nous, en tout cas, un des objets, c'est de permettre au public d'identifier au moins 3 zones préférentielles de moindre impact sur les usages et sur l'environnement, qui permettront d'accueillir ces parcs commerciaux, avec au moins une zone en région Occitanie et au moins une zone en région PACA, ces zones devant évidemment s'inscrire dans les 4 macrozones identifiées au sein du document stratégique de façade dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, dit brièvement, la présentation que je voulais vous faire sur ce prochain débat public.
Merci beaucoup. Alors, vous restez connectés parce qu'il y aura sûrement des questions pour vous à l'issue de la table ronde que nous allons avoir. Nous avons, comme ce matin, prévu un temps d'échange avec le public. Des modérateurs sont là pour prendre vos questions. Donc, vous pouvez, sur la page de droite de la page d'Energaia Live, poser vos questions dans questions et nous y répondrons d'ici quelques minutes. Merci, Monsieur Autric. À tout à l'heure. Et pour rentrer maintenant davantage dans le détail de la préparation de ces projets de parcs commerciaux, j'aimerais accueillir nos intervenants qui sont Marie-Laure Barrois, membre des comités stratégiques et opérationnels de la dynamique régionale pour l'éolien offshore Windhoek. Bonjour Marie-Laure. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, j'interviendrai tout à l'heure. À tout de suite. Voilà. Monsieur Wim Stube, président de l'Offshore Windports Platform de Wind Europe, l'association professionnelle de l'éolien européenne. Bonjour Wim. Bonjour, je suis bien content d'être chez vous maintenant, donc je suis prêt pour le débat. À tout de suite. Mathieu Monnier, vous êtes délégué général adjoint en charge de l'offshore, des territoires et expertise de France Énergie Éolienne. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation et bravo aux organisateurs pour cette belle logistique. Merci à eux, oui, effectivement. Et Jérôme Strauss, vous êtes président de l'association de l'Union maritime nouvelloise, l'UMANO, mais je dirais peut-être le nom en entier, et vous représentez les entreprises présentes sur le port de Port-la-Nouvelle. Bonjour à vous. Tout à fait, bonjour à tous et merci de nous avoir conviés à cette présentation et de l'éolien offshore qui nous est cher. Oui, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Mathieu Monnier. Pour savoir d'abord, on a vu avec M. Autric que le débat public se préparait. Quels sont les enseignements des débats publics qui ont eu lieu en Normandie et en Bretagne? Est-ce qu'ils sont extrapolables à ce qui pourrait arriver en mer Méditerranée? Merci pour la question. Alors effectivement, on a un bilan relativement exceptionnel du premier débat public qui apporte sous sa nouvelle forme, telle que l'a décrite Frédéric Autrin tout à l'heure, à savoir après l'adoption de la loi ESSOC. On a effectivement un débat public qui intervient avant toute procédure de mise en concurrence, donc toute attribution, a fortiori, de projets éoliens en mer, en particulier sur l'implantation, le choix d'implantation de la zone. Donc, on a eu ce nouveau débat public sur la Normandie entre novembre 2019 et août 2020. C'est une durée exceptionnellement longue pour deux raisons. D'une part parce que effectivement il fallait un peu roder le dispositif, mais aussi parce qu'on a eu les élections municipales, puis en parallèle quasiment la pandémie de Covid. Donc c'est vrai qu'on a dû prolonger le débat. Néanmoins, il en reste pas moins qu'il a été particulièrement fréquenté. La présidente de la CNDP, Commission nationale débat public, a souligné que il s'agissait de la 12e participation du public sur l'éolien en mer, donc c'est un des objets les plus débattus en France. Alors, elle a également souligné qu'il y avait une certaine lassitude aussi des publics par rapport au nombre de ces procédures, et c'est vrai qu'on l'a bien retrouvé, puisque dans les réunions publiques, souvent on retrouve nos confrères des conseils maritimes de façade, les usagers, les représentants des ONG. Néanmoins, l'objet du débat était différent, puisque là, on se focalisait sur les zones d'implantation. Et ça, c'est quelque chose de très positif, parce qu'il peut y avoir une réelle valeur ajoutée sur ce nouvel objet de débat. En revanche, il nous semble que ces débats doivent être complétés avec une perspective de planification long terme de l'éolien en mer. C'est-à-dire qu'on doit interroger le public sur comment décliner au mieux les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont parlait Christophe Clergeau tout à l'heure, et Marie et Didier Godorniou juste avant, et en particulier les volumes, les zones d'implantation. Tout ça, on doit co-construire finalement ces positions, mais pour nous, le débat d'opportunité, il a lieu au Parlement lorsqu'on débat de la loi énergie-climat, il a lieu avec le gouvernement et les ministères lorsqu'on discute de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les enseignements du débat. Donc, au-delà de l'implication forte du nombre d'acteurs,
on a des enjeux forts qui ont été mis en exergue, en particulier en Normandie. Il se trouve que on a l'expérience de l'éolien en mer en Normandie, puisque il y a quand même un certain nombre de parcs. Il s'agit du 4e pour ce qui concerne la Normandie. Et donc Fécamp, Courcelles, Dieppe-le-Tréport et le 4e en Normandie. Il y a aussi, si on compte la Manche, un 5e à Saint-Brieuc. Donc là-dessus, les acteurs, ils se sont vraiment focalisés sur le choix de l'implantation de la zone. Et donc, on a retrouvé les enjeux les plus importants de ce point de vue-là, à savoir la pêche, dans un contexte Brexit qui, malheureusement, jusqu'à ce week-end, reste très incertain et peut-être très pénalisant. Didier Codorniou a signalé tout à l'heure l'implication fondamentale des pêcheurs, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et ils doivent vraiment s'impliquer dans ces procédures pour que leurs intérêts soient le mieux pris en compte. Donc, c'est vrai en Méditerranée, c'est vrai aussi pour la Bretagne, et c'est vrai pour un objet, l'éolien en mer flottant, qui est un peu différent. On n'est pas sur du posé où on peut aménager des lignes d'éoliennes et faciliter la navigation. On est sur l'éolien en mer flottant où il va falloir tenir compte d'impératifs de sécurité maritime. C'est le cas en Méditerranée où la préfecture maritime a développé une doctrine et où, avec les acteurs, il va falloir réfléchir à comment finalement on peut faire en sorte que la pêche s'y retrouve, et ça commencera aussi par le bon choix de la zone, par de l'évitement. Et après, il me semble qu'en Méditerranée, il y a un autre enjeu important qui ressortait, c'est la sensibilité environnementale. Là aussi, on a eu une planification de l'éolien en mer qui a été bien faite, très bien faite par les services de l'État, sous l'égide de la DIRM, la Direction interrégionale de la mer notamment, en lien avec les territoires, avec les usagers. On a eu une belle concertation au mois de juin avec des ateliers très utiles qui vont venir nourrir le débat public qui devrait commencer en février de l'année prochaine. Et enfin, peut-être juste en 2 mots, pour la Bretagne notamment, on s'est aperçu que depuis le début du débat, on a beaucoup d'échanges sur le contenu local. Je pense que vous m'interrogerez tout à l'heure aisément sur le sujet, et je pense qu'en Méditerranée, comme l'a dit Marie tout à l'heure, Tchakarian, c'est aussi quelque chose qui intéresse vivement les entreprises, et je pense que Marie-Laure aura des choses à dire de ce point de vue-là. Oui, on a déjà abordé le sujet, on le réabordera évidemment avec vous tout à l'heure. Avant de rentrer dans le sujet du contenu local, j'aurais aimé qu'on ait les idées un peu plus claires sur l'échéancier et sur le planning un peu des fermes éoliennes flottantes commerciales, d'où le slide qu'on a vu apparaître tout à l'heure. Mathieu Monnier, est-ce que vous pourriez nous dresser un peu on va dire le film, nous faire le film jusqu'à la mise en service de ces fermes commerciales? Oui, bien sûr. Alors, si on affiche la slide… bien sûr. Hein. En résumé, tout à fait. Si on affiche la slide… Est-ce qu'on peut avoir la slide, s'il vous plaît, maintenant? Merci. C'est un film qui a été réalisé par les membres de France Énergie Éolienne, sur la base aussi, bien sûr, des programmations existantes, notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous voyez les fermes pilotes tout en haut. C'est le calendrier prévisionnel. Donc, on prévoit les mises en service, que ce soit en Méditerranée ou en Bretagne, d'ici 2022-2023. On a cependant tout le REX lié aux études d'impact des projets, et donc toutes les mesures sur site qui ont été faites pour chaque projet, donc que ce soit éolienne flottante du Golfe du Lion, Eolmed, Provence Grand Large. Donc, on va bénéficier déjà de connaissances, d'acquisition de connaissances sur la base de ces projets. Sur la Bretagne, qui intéresse un peu moins ici aujourd'hui, mais quand même, on va avoir l'attribution de la procédure de mise en concurrence, logiquement, en 2022. Alors, il y a eu un petit dérapage calendaire lié à la Covid et à un certain nombre d'éléments liés aux mesures de vent, notamment. Donc, logiquement, à partir du moment où on mettra en service les fermes pilotes, on sera à peu près au moment où on aura attribué logiquement l'appel d'offres commercial breton. Néanmoins, il va y avoir là aussi un certain nombre d'études environnementales, notamment, faites sur les sites, et on devrait avoir des demandes d'autorisation environnementale 3 à 4 ans après l'attribution. Donc, vous voyez, ça nous mène logiquement 2023, 2024.
c'est 2 ans, puisqu'on gagne 1 an avec les études faites par l'État, et on aurait une mise en service en 2027. Ça veut dire qu'on aura du REX, du retour sur expérience, des fermes pilotes, au moment où on va demander les autorisations environnementales sur les fermes commerciales. Donc ça, c'est hyper important. Et sur la Méditerranée, on est un peu en décalage dans le portefeuille de projet. On a à peu près 1 an d'écart. Donc ça veut dire qu'on aura encore plus de données environnementales pour les projets en Méditerranée. Et s'ajoute à cela une étude qui a été commanditée par la DGEC spécifiquement sur l'environnement, les oiseaux migrateurs en Méditerranée, plus les programmes environnementaux du pôle mer Méditerranée. Donc cet enjeu-là, il va être adressé. Mais ce sur quoi je voulais insister vraiment, c'est qu'il y a des temps de développement assez longs sur l'offshore, vous le savez, et donc il faut engager ces procédures et les phaser dans le temps plutôt qu'être en séquentiel et attendre d'avoir des résultats d'études. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça pourrait aller plus vite sur l'offshore flottant que ça l'a été sur les premiers parcs posés? On a eu au moins 10 ans entre l'appel d'offres, le résultat de l'appel d'offres et la mise en service des parcs, s'ils sont bien mis en service en 2022? Oui, alors clairement, la réponse est oui dans le cas français, dans la mesure où, comme l'a dit Frédéric Autrin, l'ensemble du cadre législatif et réglementaire a été réformé. Donc, les projets commerciaux éoliens en mer flottants en France vont bénéficier d'un cadre tout neuf, logiquement beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus cadré, et on va avoir des durées de développement qui vont être fortement diminuées. On pense, avec nos collègues du syndicat des énergies renouvelables, qu'une fois que les réformes ont été mises en œuvre, si elles ont été mises en œuvre correctement, on devrait être sur des durées de développement de 5 à 6 ans à partir de l'attribution de l'appel d'offres jusqu'à la mise en service. Donc, attribution appel d'offres en Méditerranée 2022, attribution 2027 ou 2028. C'est à peu près le calendrier auquel on s'attend. Et on doit se féliciter aussi de la promulgation de la loi ASAP, accélération, la simplification et l'action publique, il y a quelques jours, avant-hier, qui de ce point de vue-là va encore accélérer les choses et c'est une excellente nouvelle. Donc c'est à peu près 2 fois moins long que sur les premiers parcs posés, si j'ai bien compris. Exactement. J'entends la question un peu taquine, mais c'est tout à fait ça. Merci. Non, je ne peux pas te commenter. On verra si ce sera raccordé en 2028. Marie-Laure Barrois, donc les perspectives ne sont pas si lointaines, mais vous vous préparez. Mais elles ont quand même quelques années. Ça va quand même prendre quelques années avant que les fermes soient construites et installées. Mais vous avez déjà commencé à organiser la filière en Occitanie avec cette dynamique Windoc. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? 2018, Windoc, c'est… Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, votre micro n'était pas encore activé. Vous pouvez répéter le début de votre phrase ? Oui, je dis oui, effectivement, nous avons commencé à nous activer et dès mi-2018, pour le premier salon, pour le salon Synergie de Cherbourg, on a initié cette dynamique d'entrepreneurs qui est maintenant devenue la marque des entreprises de l'éolien en mer en Occitanie. Et cette initiative est venue de 2 professionnels du secteur, le premier secteur de l'éolien terrestre et le secteur des reconnaissances des fonds marins, la bathymétrie, le monde de l'offshore pétrolier. Donc, il y a eu cette initiative volontaire de se rapprocher pour montrer que sur le territoire d'Occitanie, nous avions des compétences qui peuvent être intéressantes sur toute la chaîne de valeur de la mise en place des éoliennes en mer. On peut peut-être montrer… Parlons maintenant, oui, effectivement, de la chaîne de valeur. Quelles sont les compétences des entreprises membres de Windoc aujourd'hui ? Je n'ai pas entendu, excusez-moi, on a parlé en même temps. Oui, je disais, quelles sont les compétences, justement, vous parliez de chaîne de valeur, quelles sont les compétences des entreprises qui sont dans Windoc aujourd'hui ? Oui, alors les compétences que nous avons identifiées sur toute cette chaîne de valeur, ce sont des entreprises, par exemple, qui sont capables de mener des études d'impact environnemental, des entreprises qui peuvent effectuer des
des études de météo-océan, modélisation de courantologie. On a des entreprises, on a un fort tissu d'entreprises du milieu de l'offshore sur le territoire d'Occitanie, donc qui sont capables de réaliser des reconnaissances des fonds marins, de la bathymétrie, des mesures de l'inspection visuelle par robots sous-marins. Nous avons aussi des armateurs, des brokers. À Port-la-Nouvelle. Qu'est-ce que c'est un broker, s'il vous plaît? Alors, un broker, c'est comme un courtier qui permettra en fait de mettre en relation les entreprises qui ont besoin de bateaux. C'est comme un courtier en assurance, mais il fournit des bateaux, des petits bateaux pour le transport de personnel ou des supplies et des grosses unités. On a des entreprises sur Fos-Élève qui sont capables de faire du levage. Il y a tout ce qui tourne autour de la logistique. Là, Monsieur Strauss pourra en parler plus précisément. Et on a des entreprises aussi qui sont capables d'auditer, d'inspecter les turbines, les nacelles. Donc voilà les compétences qu'on peut avoir sur le territoire. Très bien. Sur quel domaine ils interviennent dans les parcs elles-mêmes? Il me semblait qu'il y avait un deuxième slide à votre slide. Ou est-ce que je m'abuse? Oui, alors ça, on pourra le voir tout à l'heure, mais là, on y reviendra. Oui. D'accord. Donc, la question que je me posais, c'était pourquoi et comment rassembler les forces dès aujourd'hui? Il n'y a pas encore de commande à passer. Oui, alors pourquoi les rassembler? C'est pour se préparer. Et puis aussi, on a des objectifs au sein de Windoc, c'est d'aider ces entreprises à se préparer sur ces appels, sur ces fermes pilotes et fermes commerciales. Et donc, c'est pour faire connaître les compétences. Et comment on s'y prépare? On échange, on participe avec eux à des salons, on leur permet de gagner en visibilité. On mutualise. Donc là, je vais pouvoir mettre la prochaine slide si vous voulez. Voilà. Et donc, on est là, Windoc, pour aider ces entreprises à avoir une visibilité sur les territoires en les aidant justement à monter en compétences, à communiquer conjointement sur des salons. Donc, on est très présent sur les salons nationaux, mais aussi on s'attaque à l'international, on le verra tout à l'heure. D'accord. Merci Marie-Laure. Je vais demander à Jérôme Strauss aussi, lui, comment il se prépare et surtout comment il voit l'arrivée de ces parcs éoliens offshore flottants. Et peut-être avant tout quand même repréciser ce qu'est l'association que vous présidez, quels sont les gens que vous représentez. Alors, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Bon, très bien. Donc l'Humano, c'est une association d'usagers directement ou indirectement qui utilisent aujourd'hui le port de Port-la-Nouvelle. Donc ça représente, je vais vous donner 2-3 chiffres, mais très brièvement, ça représente environ une quinzaine de sociétés adhérentes qui sont soit des industriels, soit des services portuaires. Donc les industriels, ça peut être des dépôts pétroliers, ça peut être des usines comme l'usine de Lafarge. Des services portuaires, ça peut être le pilotage ou le remorquage. Et après, il y a des services propres au port, comme des agents de manutention, dont je fais partie, des agents maritimes et des bureaux de contrôle. Donc, c'est un lien de gens qui ont utilisé ou qui ont un rapport avec le port. Il y a aussi des transporteurs et des services associés. Donc, tout ceci, c'est environ donc, une quinzaine d'entreprises. Un chiffre d'affaires à Port-la-Nouvelle qui représente 55 millions et à peu près 1000-1200 emplois directs, indirects. Donc ça gravite. Alors par exemple, c'est vrai que ce qu'on n'intègre pas comme une usine qui aujourd'hui, comme l'usine Lafarge, qui est une usine de production, qui n'a pas réellement de chiffre d'affaires, mais qui a quand même un vivier d'emploi assez important. Mais donc ça donne en fait accès
aussi à un réseau, parce que les gens, effectivement, se connaissent et permettent de communiquer et de vivre un peu en commun et aussi d'échanger sur les problématiques qu'il peut y avoir au niveau d'une zone portuaire. Il y a de multiples activités, voire de la coactivité souvent. Très bien. Alors, vous citiez votre entreprise, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes déjà concerné par l'éolien offshore flottant. Quelle est votre entreprise exactement? Que faites-vous? Plutôt concerné. Pas encore peut-être, mais vous vous préparez à l'être. Donc, nous, on a une entreprise de manutention portuaire. Donc, on fait aujourd'hui, effectivement, de la manutention du déchargement ou du chargement de bateaux, que ce soit du vrac, du conventionnel, du colis lourd. Et on a créé un groupement afin de répondre avec des entreprises locales au parc, aux deux projets qui nous ont été proposés à Port-la-Nouvelle. Donc, c'est vraiment... Alors là, c'est un projet qui est effectivement d'envergure, puisque ça représente l'installation de tout ce qui est base de vie, la réception des composants, l'assemblage, et après, notre mission, une fois que l'éolienne à Port-la-Nouvelle sera montée, assemblée, testée, validée, elle ira en mer faire sa vie, et notre mission sera largement effectuée. Donc pour vous, l'éolien en Malampe, c'est un peu affaibli, excusez-moi. Donc pour vous, l'éolien en mer, c'est déjà concret. Vous vous préparez, que vous évoque le calendrier que présentait Mathieu Monnier à l'instant? Alors, c'est du concret il y a beaucoup de travail en amont, hein. Effectivement, les appels d'offres ont été émis. Alors nous, on a participé, le port, l'Humano a participé à des cahiers d'acteurs pour l'agrandissement du port, donc en vue d'accueillir ces trafics. Donc ça, les débats ont eu lieu déjà il y a quelques années. Et là, on est rentré depuis, on va dire, 6 mois dans une phase de consultation et de remise d'offres. Donc aujourd'hui, nos offres ont été remises, a été remise en tout cas à Engie. Donc le second projet va certainement nous être proposé bientôt. Et donc on est en phase de discussion pour effectivement démarrer 2021-2022. Merci beaucoup. On va passer en Belgique avec vous, Wim Stube. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, le port d'Ostende a déjà fait l'expérience de l'éolien offshore posé. Quels sont les enseignements que vous tirez de l'expérience pour le décollage de l'éolien offshore flottant quels sont les enseignements que vous pourriez tirer pour la filière qui s'esquisse en Occitanie et en Méditerranée? Ok. Pour situer un petit peu actuellement les activités des éoliens à Port d'Ostende, on peut dire qu'il y a 10 jours, on a finalisé la première phase des constructions des parcs éoliens en Belgique. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a 399 éoliens qui sont installés à mer à une distance de 25 jusqu'à 60 km de la côte belge. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, on se prépare pour une deuxième phase qui va être lancée probablement en 2026 ou 2027 afin d'ajouter encore ouvrir un nouveau parc éolien. Ça, c'est la situation à Ostende et en Belgique. On travaille donc, les premiers éléments ont été installés il y a en 2009. Aujourd'hui, on est 2020. Donc, on a travaillé pendant 11 ans pour installer ces parcs dans la mer belge. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ça en tant que port? Parce que je vais parler en tant que port. Il y en a plusieurs. Mais je fais une différence entre vraiment le début et, laissons dire, la tendance actuelle dans laquelle il y a de nouveaux défis qui se montrent dans la gestion des parcs éoliens. Quand je regarde un petit peu dans le passé,
Je peux dire l'expérience qu'on a eue au début de nos activités, c'est qu'on a toujours oublié le port dans les plans d'implémentation des parcs éoliens. On a dessiné, fait la construction en mer et tout ça, on a fait beaucoup de plans, mais on a toujours oublié qu'à certains moments, il faut mettre les choses de terre en mer. Et ça, c'était vraiment au début, avec des parcs éoliens bottom fix qu'on a rencontrés. Et on regardait un petit peu les ports comme oui, on a besoin des ports, mais c'est pas vraiment c'est pas avec quelqu'un qu'on va discuter beaucoup. Il doit faire ce qu'on nous dit, c'est tout. Plus généralement, c'est aussi la comptabilité. Donc, on essaie de couper les coûts le plus que possible. Et d'autre côté, les comptables qui sont dans les gestions des projets, ils n'ont pas vraiment une bonne connaissance de la mer. Donc, en sachant que le coût en mer, c'est 3 fois le coût à terre. Donc, il y avait pas mal de discussions, pas mal de surprises à côté des développeurs pour savoir comment on doit faire pour faire des activités en mer. Donc, ça, c'était vraiment au début. Aujourd'hui, on a bien reconnu la place des ports dans l'enjeu d'installation et de la maintenance. Donc, il y a aussi une sorte de, comment on dit, on a réalisé que les ports sont très importants aussi dans le jeu logistique pour l'installation et pour la maintenance. Deuxième chose qu'on a appris, c'est que chaque projet, on a fait 7 projets à Ostende, chaque projet est complètement différent. Donc, on ne peut pas se baser sur une expérience d'autant. Chaque projet, c'est complètement différent de point logistique et de point d'installation et tout ça. Troisième chose que j'ai appris, en tant que port, il faut valoriser les connaissances et l'expertise qu'on a sur le plan maritime. Donc, c'est très important que vous mettez ça au jeu et sur la table dans les négociations avec les développeurs, parce que c'est vous qui avez la connaissance, c'est vous qui travaillez en mer. Quatrième point que je voulais indiquer, c'est la flexibilité. En tant que gestion portuaire, il faut être flexible et proactive. Je donne un exemple. En 2013, on a fêté le baptême d'un bateau d'installation de 60 mètres. Aujourd'hui, on regarde des bateaux d'installation de 220 mètres. Donc, en 7 ans, on a triplé la longueur des bateaux. Et comme je dis, il faut faire une bonne différence entre installation et maintenance. En tant que port, on peut dire que la maintenance, c'est vraiment les pommes qui brillent le plus. C'est la maintenance qui est le plus important pour l'activité portuaire. Je vais donner un chiffre. Avec les 399 éoliens, il y a à peu près de 800 emplois directs qui sont liés avec ça. Donc, seulement pour la maintenance. Donc, est-ce que c'est tous des Belges? Non. C'est une mix de plusieurs nationalités. Il y a des Français, il y a des Danois, il y a des Néerlandais, il y a des Anglais qui travaillent. Mais quand même, il y a une forte concentration des activités dans le port même en fonction de maintenance. L'installation, donc on vient de finir le projet Seamate avec des Siemens Gamesa de 8,4 MW. Ils ont commencé, laissons dire, en mois de janvier et vraiment en mois de mars avec les activités logistiques. Donc, ils ont fini le 30 novembre, le 1er décembre, ils ont finalisé leur travail. Maintenant, c'est fini. Ils sont partis, ils sont en train de ramasser tout leur bazar et ils sont prêts pour aller dans un autre port, un autre projet et tout ça. Donc, ça, c'est bien à savoir. Installation, faire une bonne différence entre installation et maintenance. Ce qu'on nous considère comme vraiment en tant que point de vue de port, ce qui est le plus important pour nous, c'est vraiment la maintenance parce que ça dure 15, 20, 25 ans en fonction de la durabilité des concessions. Mais ça veut dire sur l'investissement dans l'infrastructure elle-même, adapter le port d'Ostende à la filière éolienne offshore, la décision a été prise tout de suite et sans hésitation d'investir dans les infrastructures. Laissons dire, sur ce point-là, on a… Il n'y avait pas d'hésitation, je veux dire, sur le fait que cette filière allait se développer et faire ce qu'elle a fait aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on a pris la décision à cause du fait qu'il y avait une opportunité, vu le fait qu'il y avait des concessions qui étaient données par l'autorité belge. Donc là, on a décidé avec des partenaires privés pour construire le port. Parce que une des choses qui est très importante dans cette industrie, vu le développement hyper rapide des technologies et je peux dire des stratégies et des procédures logistiques, on ne pouvait pas attendre 5 ou 10 ans avant que quelqu'un va venir pour mettre de l'argent sur table et dire, OK, on va investir pour l'infrastructure. Donc, on a créé nous-mêmes un PPP, Public-Private Partnership, pour garantir l'investissement. Et donc, à 1 an, on a dit, OK, il y a une opportunité commerciale et logistique. Donc, on va se mettre. Mais bien sûr, on s'est bien préparé en regardant surtout dans le temps les ports au Danemark et en Allemagne. Donc, on a bien étudié aussi le cas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'investissement? Est-ce que vous auriez des recommandations pour qu'un port comme Port-la-Nouvelle qui puisse se préparer au mieux à l'éolien offshore flottant et puis surtout éviter les aléas dus au retard de calendrier ou autre? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut reconnaître en tant que port. Premièrement, il faut avoir l'infrastructure de base qui est très important, mais il ne faut pas exagérer. Je me souviens encore que dans le cadre d'une visite à Cuxhaven en Allemagne, on disait oui, il faut avoir au moins un quai qui peut porter 4 tonnes par mètre carré. Donc là, on a dit, OK, ça va coûter énormément de l'argent. Mais on a regardé nous-mêmes avec nos propres ingénieurs, donc valoriser ça avec nos propres chaînes de connaissances et d'expertise. Donc, il faut partir vraiment de votre propre valeur maritime. Donc, on a dit, oh non, c'est pas nécessaire, on peut partir avec 20 tonnes par mètre carré. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi aujourd'hui. Et comme je vous ai expliqué, on a travaillé sur 7 parcs qu'on a installés et on n'a jamais eu de problème. Il faut faire des fixations, bien sûr, mais ça, avec chaque développeur, il faut discuter comment préparer le terrain et le terminal en fonction des activités qu'ils veulent faire. Comme j'ai mentionné, chaque projet est différent, donc on ne peut pas tirer une ligne très directe. Deuxième chose qui est très importante aussi, c'est avoir la connectivité avec le réseau électrique à terre en ordre, parce que là, on a perdu 1 an et demi à cause du fait qu'il y avait un problème de connectivité entre les parcs et donc les stations à terre. Comme Madame a expliqué, et Monsieur Strauss a expliqué, la chaîne de services local, c'est très important. Mais aussi avec une vision flexible, c'est-à-dire qu'ils doivent se lier avec les besoins des travailleurs et des entreprises qui font faire l'installation et la maintenance. Je donne l'exemple. Chez nous, on a un petit chantier de naval qui travaillait, laissons dire, 80% pour les pêcheurs. Aujourd'hui, il travaille 60% pour les bateaux CTV, donc pour le bateau de maintenance offshore. Donc, en 10 ans, il a fait aussi tout un travail. Donc, ça, c'est important que même chez les entrepreneurs locaux, qu'il y a une sorte de flexibilité en sachant, OK, il y a une opportunité, peut-être je dois investir, mais quand même, il y a un marché qui s'ouvre. Et je peux dire aussi, en tant que petit port, vous avez l'avantage, ou petit port, moyen port, vous avez l'avantage vis-à-vis les ports, grands ports, par exemple comme Marseille, que vous travaillez sur certaines spécificités. Donc, vous pouvez réagir beaucoup plus vite qu'un grand port. Et ça, dans le marché des éoliens, c'est très, très important que vous pouvez donner une réponse très vite. Donc, vous ne devez pas passer par 50 comités de gestionnaires qui doivent tout dire leur bazar, afin qu'ils doivent encore consulter 50 000 de politiciens qui ont quelque chose à dire. Donc là, la rapidité de réagir, ça, c'est hyper important en tant que gestion portuaire. Donc, je veux stresser. Il faut pouvoir avoir un contact direct avec les développeurs et vraiment répondre à leurs besoins sans qu'il faut, encore une fois, passer 50 étapes en arrière pour avoir un aval pour telle ou telle solution. Donc, mais bien sûr, en se basant sur votre expertise et votre connaissance maritime que vous avez dans votre port et dans le réseau qui constitue, laissons dire,
laisse-nous dire, comment on dit, oui, le réseau portuaire, je m'excuse, je ne trouve pas le mot en français pour l'instant. C'est très bien, merci de vous exprimer en français déjà. J'imagine que ce n'est pas votre langue maternelle. Non, ce n'est pas ma langue maternelle, donc j'essaie de mon mieux. C'est très très bien. On va revenir en France du coup avec vous Mathieu Monnier pour évoquer le sujet que vous aviez commencé à dévoiler tout à l'heure, à savoir l'emploi local, le contenu local des projets. Est-ce que les appels d'offres pourront contenir des critères aussi ambitieux que ce qui s'est fait pour l'éolien offshore posé? Est-ce qu'on va voir des usines naître en région Occitanie? Alors, il y a deux remarques préalables effectivement à ma réponse. C'est que les premiers appels d'offres éoliens en mer posés en France, les premiers et deuxièmes, ont amené finalement la France à se positionner assez largement sur les capacités de production d'éoliennes en mer en Europe. Donc, ça veut dire que la France détient un tiers des capacités de production d'éoliennes en mer en Europe. C'est absolument énorme par rapport au marché qu'on a aujourd'hui. Wim parlait tout à l'heure des éoliennes en mer en fonctionnement en Belgique, notamment depuis 10 ans. En France, on a une éolienne en fonctionnement au large du Croisic. Donc, c'est déjà une belle prouesse, effectivement. Une éolienne flottante de 2 MW au large du Croisic, effectivement. Exactement, Flogen, et avec le concept d'Idéol. Donc, c'est une belle prouesse. Bravo à l'État français pour ce tour de force. Et la deuxième remarque, c'est que les ports constitueront les épicentres du déploiement commercial de l'éolien en mer flottant. C'est-à-dire qu'ils seront considérés beaucoup plus comme des chantiers navals que pour l'éolien en mer posé, où il y a un nombre d'opérations en mer bien plus important. Donc, en considérant ça, je pense qu'il faut s'attacher effectivement à développer les infrastructures en parallèle finalement des calendriers d'appel d'offres des projets. Alors, vous allez me dire quel est le lien avec le cahier des charges? Il n'y a pas forcément de lien à faire entre critères d'appel d'offres et utilisation des ports, parce que effectivement, ce serait dommage de contraindre à l'utilisation d'un port si jamais pour un aléa et une raison X ou Y, on ne pouvait pas l'utiliser. En revanche, un porteur de projet aura tout intérêt à utiliser le port qui se situe le plus proche finalement et qui est équipé pour le plus proche des futurs sites d'implantation. C'est le cas en Méditerranée avec Port-la-Nouvelle et avec Marseille-Fos. Marie Tchakarian parlait de la CEMOP ainsi que Didier Codorniou tout à l'heure. Je pense que c'est une excellente manière finalement d'approcher la question. Il peut y avoir aussi une spécialisation. On le voit sur le projet EFGL. Il va y avoir une partie de produite pour la fondation à Marseille-Fos et un assemblage logistique. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la matinée, EFGL, c'est les éoliennes flottantes du golfe du Lion, donc le projet de ferme commerciale de 3 éoliennes portées par Engie. Tout à fait, par Ocean Winds même, pour être précis. Ocean Winds. Et effectivement, il peut y avoir une spécialisation. Alors, je pense, pour répondre à la question, demander une activité en région dans le cahier des charges est interdit par le droit communautaire. On ne peut pas demander un contenu local, régional et même national. On ne peut avoir qu'un contenu local européen. Et donc, en ce sens, je pense qu'en demandant aux porteurs de projets d'avoir recours à plus de PME, donc le sens, la définition européenne du terme, PME pas française mais européenne, on va favoriser indirectement les PME françaises qui seront logiquement plus compétitives car plus proches du marché. Et donc, c'est tout le travail préalable qui doit être fait d'identification de toutes les compétences et des expertises. Ça a été largement commencé par le pôle mer Méditerranée. C'est poursuivi en région Occitanie avec Windoc et avec les partenaires associés, notamment ADOC aussi qui a fait un travail de mapping important en région sud de la même manière. Et donc, il faut aussi former ces entreprises comme peut le faire Neopolia, le cluster d'entreprises en région Pays de la Loire ou Bretagne Ocean Power en Bretagne. Il faut former ces entreprises au process de sourcing des grands donneurs d'ordre. Donc, savoir comment on peut proposer une offre de sous-traitance à un Siemens Gamesa, à un General Electric ou encore aux futurs constructeurs de la fondation. Et savoir, par exemple, présenter une offre en anglais, ce genre de choses.
plutôt que contraindre par finalement un critère dans le cahier des charges qui serait finalement retoqué par la Commission européenne parce qu'il serait illégal. Donc, pardon, moi, Mathieu, mais il y a bien eu des critères qui ont permis l'implantation d'usines en France pour les premiers projets plantés, pardon. Alors, ce n'était pas des critères de contenu local. Si vous regardez dans le détail, ça a été un mécanisme beaucoup plus élaboré et astucieux sur la capacité de création de valeur ajoutée liée à un critère carbone dans le cahier des charges. Donc, ce n'était pas du contenu local stricto sensu, c'était un mécanisme qui obligeait finalement à proposer une offre in situ. Mais par exemple, vous le mentionnez sur les usines d'éoliennes en mer. En fait, on a déjà 2 turbiniers présents en France. C'est pour le marché qu'on a, à savoir à peine 1 gigawatt par an, c'est déjà énorme. Et donc, pour alimenter ces usines-là, il faut quand même avoir des volumes beaucoup plus conséquents. Et donc, imaginez par exemple une usine d'éoliennes en mer en Méditerranée française, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, vous n'avez pas les volumes suffisants pour avoir une viabilité économique à tout ça. Par contre, avoir un chantier, ce que j'appelle un chantier naval, pour les futures constructions de fondations flottantes à Port-la-Nouvelle, spécifiquement en région, ça a du sens et ça peut drainer énormément d'entreprises. On a bien vu, vous mentionniez tout à l'heure Floatgen, donc l'éolienne flottante au large du Croisic. Floatgen avait aussi un certain nombre d'exigences dans le cadre du projet européen sur la valeur ajoutée locale dans la région Pays de la Loire et au-delà, et ça a très bien fonctionné. De mémoire, il y avait 90% de valeur ajoutée française. Donc, c'est énorme. On ne peut jamais atteindre 100%. Par contre, on peut toujours essayer d'optimiser. Et c'est ce que nous, filière, on essaie de faire aussi par le biais d'événements comme FOAT, la conférence internationale l'éolien en mer flottant qui se tient en France à chaque fois, et des événements de filière qui permettent de faire du networking entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants et prestataires français. Oui, une conférence qui se tient alternativement maintenant, je crois, entre Marseille et Montpellier d'ailleurs. Oui, alors en Méditerranée et en façade atlantique et Manche, pour être précis. D'accord, donc j'étais un peu trop méditerranéo-centré. Marie-Laure Barois, j'aurais aimé vous faire réagir à ce que vient de dire Mathieu Monnier. Est-ce que l'État doit trouver des astuces pour pouvoir mettre des critères favorisant l'emploi local? Question difficile, effectivement, puisqu'il y a la réglementation européenne, mais aujourd'hui, Windoc essaie de s'impliquer justement dans ce contenu local et nous nous sommes rapprochés d'autres clusters nationaux tels que Néopolia, Bretagne, Ocean Power et Normandie Énergie pour essayer de rédiger une charte, et puis également pour accompagner les entreprises, pour les aider justement à monter en compétences pour pouvoir avoir cette connaissance des appels d'offres, de répondre en français et en anglais. Et donc, on a parmi les membres de Windoc et les encadrants, mais on a vraiment une force et du multicompétences parce que les institutionnels peuvent nous aider. On a tout un côté technique. On est des femmes et hommes de terrain puisque parmi nous, on a la connaissance de l'éolien terrestre, de l'offshore pétrolier. L'offshore pétrolier qui justement dans sa façon de répondre aux appels d'offres est très exigeant. On a besoin de préqualifier les entreprises et là on peut les accompagner avec l'agence de développement économique d'Occitanie, avec le pôle mer Méditerranée et également avec le cluster Sémater. On peut les accompagner pour des montages financiers aussi, parce que parfois on est obligé de demander les entreprises, les donneurs d'ordre demandent des cautions bancaires. Donc tout ça, ça peut être un accompagnement qui permettra d'accéder à ces appels d'offres et par la gestion de projet également. Merci. Jérôme Strauss, est-ce que vous aussi, Strauss, pardon, je prononce à l'allemande, est-ce que vous auriez un commentaire à faire sur le critère de l'emploi local? Oui. Alors, effectivement, je crois qu'il faut diviser le process d'installation des éoliennes offshore en 2 phases. Il y a la phase d'installation, effectivement, qui va prendre
on va dire, dans ce qui est prévu, 4, 5, 6 mois. Donc, entre l'installation de la base de vie, la réception des différents composants et le montage de l'éolienne. Et ensuite, la base de vie va être déconstruite. Donc, on va rendre un terre-plein aussi propre qu'on l'a trouvé. Et après la phase d'exploitation, il va y avoir une autre, disons, d'autres éléments qui vont arriver, c'est les éléments de maintenance. Je parle des éléments pas physiques, mais il va y avoir des installations d'entreprises qui vont laisser place à la maintenance. Nous, pour ce qui nous concerne, dans notre offre qu'on a rendue aujourd'hui à EFGL, on a monté un groupement local avec Fosélève, donc pour ne pas le citer, mais dont on a la chance que ça soit une entreprise à la fois locale et avec une expertise internationale, puisqu'ils font effectivement, outre du levage, mais de la maintenance industrielle. Ils ont une expertise aussi oil and gas qu'on va mettre à profit sur ces projets. Bien sûr, la main-d'œuvre aujourd'hui qui va être utilisée pour les activités portuaires, mais aussi pour la base de vie, parce que la base de vie, il va falloir, je pense, des échafaudages, par exemple, qui ne sont aujourd'hui pas utilisés, mais qui vont venir de 90% dans un rayon de 50 à 100 km. Donc, nous, on a sourcé dans notre offre, sauf quand on ne pouvait pas le faire, mais des entreprises locales ou régionales, on va dire. Alors, Wim, tout à l'heure, parlait de flexibilité pour pouvoir s'adapter au mieux on va dire, aux évolutions de la filière. Est-ce que vous aussi, vous voyez des moyens d'être flexible, pour pouvoir aussi vous adapter à la façon dont la filière flottante qui émerge tout juste pourra évoluer? Vous m'entendez, Jérôme Strauss? C'est à vous que je posais la question. Pardon. Donc, je disais, est-ce que vous, en tant qu'opérateur portuaire, oui, il faut dire le nom des personnes à qui on s'adresse avant, sinon ils ne peuvent pas le savoir. Désolé. Je disais, dans votre activité portuaire, Wim disait tout à l'heure qu'il fallait pouvoir être flexible pour s'adapter à l'évolution de la filière. Est-ce que vous voyez aussi chez vous des ressources de flexibilité pour pouvoir vous adapter aux évolutions d'une filière qui naît à peine? Alors, c'est le grand point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, c'est une filière qui est en voie de naître, l'éolien flottant, donc on a très peu de recul dessus. Et à la fois, elle est en train de naître à Port-la-Nouvelle, où le port est en construction, les quais sont en construction, et nous-mêmes, on va être un peu les premiers à être dessus. Alors après, ce qu'il faut, c'est un peu la visibilité des projets. Et aujourd'hui, je pense que la flexibilité, on va pouvoir s'adapter, mais il va falloir quand même s'organiser sur du long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le long terme, si on veut devenir une filière à part entière, il va falloir qu'on ait un peu plus de visibilité que d'avoir des projets qui viennent, qui s'en vont, puis après, il y a deux ans après, qui reviennent. Aujourd'hui, j'ai en comparaison les ports du Nord qui ont une réelle... Alors, les ports, mais les États derrière qui ont soutenu la démarche, hein, avec des installations, je ne sais pas, 50, 60 éoliennes par an, avec un programme pluriannuel. Et de là, on arrive en fait à consolider les acquis, à internaliser ce qu'on faisait en sous-traitance, à avoir des coûts un peu plus compétitifs, parce que un des soucis, ça va être aussi vis-à-vis de l'État. Ils vont vouloir de moins en moins subventionner la filière, ce qui est normal au début d'une naissance. Il va falloir être de plus en plus compétitif. Alors, dans l'espace portuaire, être compétitif, c'est par la main-d'œuvre, par les ressources qu'on a, mais également dans un port comme Port-la-Nouvelle où l'espace n'est pas aussi grand qu'on pourrait l'envisager, il va falloir que les gens se répartissent aussi les espaces. Donc, un grand port a beaucoup d'espace et peut peut-être, à un moment donné, j'allais pas dire
sacrifier ou donner gratuitement un certain espace pour le développement. Un port qui est en construction avec des espaces réduits, il va falloir qu'on trouve, enfin, que le port trouve aussi des rentabilités entre des espaces d'aujourd'hui, des espaces de demain, qu'il va falloir trouver un équilibre financier entre toutes les activités. Merci. Mathieu Monnier, est-ce que l'État pourrait offrir plus de visibilité aux acteurs comme Jérôme Strauss et tous les acteurs des entreprises impliquées dans la filière offshore flottante? Pour l'instant, on a un document qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, mais qui reste en forme de point d'interrogation sur ce qui peut se passer vraiment après 2024, si mes souvenirs sont bons. Oui, effectivement, la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle est structurée en période de 5 ans. Donc là, on a une visibilité très précise sur les 5 ans à partir de 2019 jusqu'à 2023. À partir de 2024, on sait qu'on est à peu près 1 gigawatt d'éolien en mer attribué par an, mais on ne sait pas exactement quelle façade, quelle technologie, voilà, quelle région, on ne sait pas le nombre de projets. Bon, c'est assez flou. Logiquement, on a quand même cet objectif législatif d'1 gigawatt attribué par an, donc on a une vraie dynamique. Et là, avec les résultats obtenus par l'éolien en mer en France, en Europe, plus la stratégie européenne sur l'éolien en mer et les EMR à horizon 2050, la stratégie publiée le 19 novembre dernier, 300 gigawatts d'éolien en mer visés pour 2050 en Europe, ça va amener logiquement la France à se positionner sur la part française dans cette stratégie européenne. Donc, on espère que la PPE, bien sûr, ne donnera toujours pas une visibilité sur plusieurs décennies. En revanche, le gouvernement peut fixer un cap en disant, bon, bah voilà, neutralité carbone à horizon 2050, l'éolien en mer peut contribuer éventuellement à hauteur 2 et peut lancer aussi une planification de l'éolien en mer construite avec les acteurs, les parties prenantes, pour dire, bon, bah voilà, sur telle façade, en l'occurrence la Méditerranée, on pense en relation aussi avec les SRADET, par exemple, des régions Occitanie et Sud. Ce que c'est que les SRADET? Oui, les SRADET, en gros, ce sont les schémas régionaux d'aménagement, développement durable, égalité des territoires. Donc, en fait, ils donnent des objectifs en termes d'énergie produite et de capacité installée pour les énergies renouvelables à des horizons de temps un peu plus lointains. Donc 2030, 2050, ce sont des outils un peu prospectifs. Ils ne sont pas une déclinaison de la programmation pluriannuelle de l'énergie à proprement parler, mais c'est indicatif et ça donne une certaine visibilité. Donc en fait, l'État pourrait déjà essayer de donner une visibilité, non pas sur uniquement 5 ans, mais sur 10 ans, puisqu'on a toujours 2 périodes de la BPE qui sont assez connues, et pourrait aussi avoir une vision plus prospective en disant, ben nous, à horizon 2050, en France, on pense que il serait cohérent d'avoir, je ne sais pas, par exemple, 50 gigawatts d'éolien en mer en service à horizon 2050. Ça donnerait aussi une visibilité accrue aux gestionnaires des infrastructures portuaires. Comme le disait Jérôme Strauss tout à l'heure, effectivement, ce n'est pas évident de planifier les activités parce que si les ports ont l'opportunité de louer leurs infrastructures et leurs fonciers à d'autres activités dans l'immédiat, et que l'éolien en mer arrive juste après parce que ce n'était pas prévu, ça va être plus problématique. Et on n'a pas envie que les chantiers d'éolien en mer flottant partent loin chez nos voisins espagnols, portugais, etc. On a envie que ce soit en France, on a envie de se donner toutes les chances. Donc, de ce point de vue-là, l'État doit donner une vision beaucoup plus long terme. Et pour ce qui est de l'incitation à l'utilisation des infrastructures portuaires, il me semble que la méthode de la région Occitanie est excellente puisque à partir du moment où vous dimensionnez vos infrastructures selon un cahier des charges, entre guillemets, de l'industrie, et que ce sera complété par le lauréat de l'appel d'offres, puisque bien sûr, on ne va pas faire payer à la région Occitanie toutes les grues, par exemple, pour assembler les éoliennes ou les fondations. C'est un partenariat public-privé. Donc, il faut prolonger cette logique de partenariat public-privé jusqu'au bout, et il faut que l'État joue le jeu de la visibilité. Merci Mathieu. Wim Stube, est-ce que en Belgique, vous avez trouvé un moyen pour maximiser les retombées locales en termes d'emploi? Non, parce je dis franchement non, parce que laissons dire qu'on a un petit peu notre approche.
bien sûr, c'est très important que les choses se passent locales. Et on va se battre pour ça aussi. Donc, on ne va pas faire le saint et prêcher je ne sais pas quoi. Bien sûr, on va prêcher pour notre propre paroisse et on va valider le plus que possible notre chaîne d'entreprise nous-mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'on va jeter chaque étranger qui arrive dans notre port dans l'eau? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, dans le port d'Ostende, on a une sorte de cluster des entreprises qui travaillent dans l'offshore, surtout pour la maintenance. Donc, quand je regarde un petit peu la composition de cette 50-60 entreprises qui sont installées dans le port même pour travailler sur la maintenance, je peux dire qu'il y a une trentaine qui sont étrangers. Donc, par exemple, il y a Siemens qui est là avec une base, il y a Vestas qui est là pour la maintenance. Donc, il y a vraiment ce mélange entre les sociétés locales et les sociétés internationales qui travaillent dans le jeu. Donc, ça, c'est vraiment important pour garantir aussi une sorte de développement industriel et mental. Parce que, OK, on peut dire on peut garder tout nous-mêmes et on va tout nous-mêmes faire nous-mêmes de notre propre manière, mais le marché est international. Les standards sont fixés international. Donc, c'est très important encore une fois, avoir la flexibilité d'être connecté avec le marché, avoir l'information plus rapide qu'on peut répondre aux exigences des développeurs des parcs et des développeurs des éoliens. Donc, est-ce qu'on a des atouts chez nous pour dire il faut travailler local? Non, on n'a pas ça. Mais de l'autre côté, on travaille comme M. Strauss, on travaille un petit peu bottom-up et on travaille surtout en fonction ensemble avec, on a aussi notre propre fédération des entreprises locales qui travaillent dans l'offshore. Donc, on a créé, par exemple, des éléments stupides, mais on a créé notre propre foire d'offshore à Ostende. Donc, malheureusement, cette année, avec le petit animal qui est en train de voler autour de nos têtes, c'était pas possible. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a pris en main et c'était là vraiment le moment où on peut mettre nos sociétés dans la vitrine et montrer ça ensemble avec les acteurs internationaux. Donc, vraiment faire cette mélange, je trouve ça très important. Quand je regarde pour le futur, il y a quand même aussi une sorte de changement d'attitude. Je ne sais pas comment ça va aller avec les éoliens flottants, mais avec les éoliens en mer qui sont fixes. Ce qu'on découvre maintenant, c'est vraiment qu'on est en train d'arriver dans une logique de multifonctionnalité des parcs éoliens. Donc, dans le passé, c'était électricité, faire bouger les éoliens et tout le bazar. Aujourd'hui, on est dans une démarche différente, c'est-à-dire il y a d'autres fonctions qui sont données à ces parcs. Et je donne quelques exemples. La première chose qu'on est en train de travailler, c'est aquaculture. Donc, maintenant, il y a plusieurs projets pilotes dans les parcs même je parle pour les moules, je parle pour les huîtres, je parle pour je ne connais pas le mot en français, c'est seaweed, donc les algues. Ça doit les algues? Oui, oui. Oui, c'est ça. Donc pour manger, pour la soupe. Donc, il y a plein de projets pilotes qui sont en train de se développer. Donc, ça aussi, c'est une logique qu'il faut prendre en main quand on est en train de planifier, premièrement, les infrastructures, mais aussi la chaîne logistique et services dans le port même. Il y a autre choses qui sont en train de se développer autour. Deuxième chose importante, c'est la production hydrogène. Donc, allez, M. Monnier fait référence aussi aux planifications européennes. On sait très bien qu'on est en train de changer, laissons dire, le profil des fuels, donc des carburants en Europe. Donc, là aussi, il y a un rôle à jouer pour les ports et pour les chaînes logistiques locales en fonction du développement des stations de production et de storage, donc je ne connais pas le mot en français, des nouveaux carburants dans le port et autour des ports. Donc là, il y a toute une autre industrie qui est en train de se développer par biais des parcs éoliens qui sont fixés. Donc, ça, je pense que c'est très important quand vous passez quelle infrastructure il faut faire. Je pense que c'est très important que vous regardez au-delà aussi des parcs éoliens. Une autre chose que Madame a mentionné, Madame Barreau a indiqué, donc vous avez une tradition de travailler avec offshore pétrole.
On a eu cette confrontation aussi avec les pétroliers parce qu'ils ont essayé d'imposer leurs exigences très strictes aussi dans le parc, dans le développement de l'industrie éolienne. Donc là, il faut faire attention parce que c'est aussi une sorte de manière pour bloquer le vrai développement des industries locales en fonction des industries éoliennes, parce que c'est une autre industrie. Bien sûr, la sécurité et tout le bazar, c'est très, très important, il faut vraiment faire attention, mais vous travaillez dans le maritime, vous avez les connaissances des maritimes, vous connaissez la Méditerranée, donc ce n'est pas des gens qui sont quelque part à Paris qui vont décider comment il faut travailler dans la mer, dans la Méditerranée, dans votre région Occitanie. Donc là, c'était surtout inspiré de l'Angleterre dans le temps, d'imposer des critères de travail qui font que, laissons dire, le cas de business, donc le cas d'affaires d'installer un parc éolien devient de plus en plus lourd. Donc ça aussi, il faut faire attention. Oui, on peut suivre un petit peu, on peut apprendre, on peut regarder ce qui se fait dans le passé dans le pétrolier, mais je pense qu'il faut vraiment partir de votre forteresse, votre propre expertise et aussi le nouveau industrie qui est en train de se développer. C'est une autre industrie, ce n'est pas la même chose que l'industrie pétrolière, donc il y a des autres mesures qui sont à prendre, il y a des autres défis qui sont à répondre. C'est très important pour inclure ça dans votre démarche de développement. Merci Wim. Jérôme Strauss aimerait vous poser une autre question. Oui, moi je voulais avoir un peu le retour de soit de M. Stube ou de M. Monnier sur l'hypothèse de Port-la-Nouvelle de devenir un hub pour alors soit l'assemblage, la construction ou pour un peu mutualiser un peu ce qui pourrait être au niveau de la façade méditerranéenne et de savoir à partir de quelle quantité on peut parler de hub en éolien et quelle place ça génère dans une première. Et ensuite, au niveau de la maintenance, Monsieur Stube, qu'est-ce que ça représente en termes d'activité? J'ai vu que sur 400 éoliennes, ça génère 800 emplois, mais à une moindre échelle, est-ce qu'il faut consacrer la moitié du poids ou est-ce qu'il y a des ratios d'occupation d'espace par rapport à ceci? Et s'il vous plaît, Wim, une réponse courte autant que possible, oui. Parce qu'on arrive au réponse, terme de okay. Réponse courte, ok. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce qui concerne l'espace, nous avons réservé en tant que port une zone comme j'ai dit, deux choses c'est très important, vitesse et flexibilité. Bien sûr, quand je fais la comparaison avec la France, on n'a pas l'embarras de choix où on va développer l'activité éolienne. On a 60 km de côte, c'est tout. On a deux ports qui peuvent fonctionner, c'était Zeebrugge ou Ostende. Pourquoi on a choisi Ostende? Parce qu'on est tout près de la mer. Les bateaux peuvent partir immédiatement quand il y a une urgence, parce que les contrats entre les développeurs et les sociétés d'électricité sont hyper lourds. Donc, quand ils n'arrivent pas à produire assez d'électricité, il y a des grandes pénalités. Donc, ils ont besoin d'une vitesse vite pour aller dans les parcs pour faire des réparations. Donc, ça, j'explique très simple maintenant. À Zeebrugge, par exemple, il y a le système GNL. Donc, le port est fermé pendant les opérations de GNL. Donc, là, ça, c'est une des raisons pourquoi ils ont choisi Ostende, parce qu'on est un port à la mer, on peut partir immédiatement et ça concerne l'installation autant que la maintenance. S'il faut réparer, il y a une urgence, il faut partir immédiatement. Pour cette raison, c'est aussi important d'avoir un aéroport d'hélicoptères tout près que vous pouvez réagir très vite. En ce qui concerne... un héliport, oui, c'est ça. Donc, vitesse, très important, flexibilité. Et donc, on a choisi cette zone tout près du terminal où on fait l'installation. Quand vous regardez la carte de Port d'Ostende, on a réservé une zone. L'avant part du terminal, c'est pour l'installation. On a le quai avec les grands poids. Où il y a aussi le ponton qui peut prendre 650 tonnes d'épaisse, parce que de plus en plus, on travaille avec le RoRo
pour mettre des pièces chez nous sur le terminal. Et juste derrière, on fait toutes les zones, c'est toute la zone pour la maintenance. Donc, il y a vraiment, c'est une petite, moi j'appelle ça le village d'Astérix et Obélix. Donc, il y a 800 personnes et qui sont en train de se mélanger. En tant que port, qu'est-ce qu'on a investi? C'est les bâtiments et c'est tous les pontons qu'il faut utiliser pour tous les types de bateaux. Donc, le matin, ils partent à 7 h le matin, ils arrivent, retournent à 7 h le soir. Donc, il faut prévoir toutes les possibilités d'avoir de l'électricité, de l'eau, tout le bazar, donc ce qu'on fait en tant que gestion portuaire. Et donc, il y a tout le supply qui arrive, le pétrole. Maintenant, on va regarder pour faire une station de bunkering pour H2, pour hydrogène, parce qu'on est en train de regarder, parce qu'il y a aussi une tendance pour vertifier, devenir vert, c'est quoi en français? Verdifier, peut-être? Verdifier. Verdir, tout simplement, suis-je bête. Voilà. Verdir. Verdir, voilà. Donc, les activités de maintenance dans les parcs éoliens aussi. Donc, il y a aussi cette urgence en tant que port pour travailler et réfléchir avec les entreprises qui sont autour. Donc, c'est vraiment, je peux dire, c'est le village d'Astérix et Obélix qui est en train de s'agrandir. Et on cherche, bien sûr, je donne un exemple. Au début des premiers parcs éoliens, et après je m'arrête, je vois les yeux de M. Boulanger. Au début, on travaillait avec Senvion, chez nous dans le port, un des constructeurs des éoliens. Ils commandaient leur papier pour leur imprimant, donc pour leur machine d'imprimer, à Hambourg. Donc ça viendrait avec des camions de Hambourg, parce qu'ils n'avaient aucune confiance dans le papier belge. Donc, pour seulement emprunter des choses. Ça, c'était les situations, je parle maintenant de 2011-2012. Donc, c'était vraiment comme ça. Aujourd'hui, tu as tout un autre réseau. Ça prend du temps, mais c'est vraiment... On fait beaucoup des activités aussi chez nous pour regrouper non seulement les entreprises, mais aussi les travailleurs qui sont dans le... Donc, je ne vais pas dire qu'on va organiser des grands, maintenant c'est défendu, mais normalement on organise des pots avec Noël, avec les Danois, les Anglais, tout le monde, les Hollandais, les Français qui sont là. Donc que les gens aussi, et on écoute aussi en tant que port, quels sont les problèmes, quelles sont les choses techniques qu'on doit toujours améliorer. Mais c'est une démarche, et il ne faut pas exagérer tout l'aspect de surface qu'on a besoin. Le plus important, qu'on est tout proche, qu'on peut réagir vite et flexible. Donc ça, c'est vraiment important pour les sociétés qu'on a vraiment cette possibilité. Je vais vous demander de vous arrêter parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne des questions du public dans quelques minutes. Mais avant, Mathieu Monnier voulait faire un petit commentaire, s'il vous plaît, Mathieu, très, très rapidement. Oui, en moins d'une minute. Effectivement, tout ce que Wim a mentionné sur les usages complémentaires, la stratégie européenne pour l'hydrogène, le plan français de relance sur l'hydrogène, c'est très important. Et on voit bien que certaines régions comme l'Occitanie ont déjà pris l'initiative de développer l'hydrogène pour la mobilité ou pour l'industrie. Et on sait qu'en Occitanie, Port-la-Nouvelle va accueillir aussi des infra sur l'hydrogène. Wim mentionnait aussi l'aquaculture. France Énergie Éolienne a pris la tâche aussi des représentants l'aquaculture au niveau national et va organiser des réunions pour réfléchir au co-usage dans les futurs projets sur l'éolien en mer posé et flottant. Et ça aura lieu les réflexions à partir de janvier. Et enfin, sur les salons, je suis tout à fait d'accord, la mise en relation, c'est vraiment hyper important. Et en France, on est particulièrement gâté de ce point de vue-là, même si on n'a pas encore d'éoliennes en mer, parce que je mentionnais Faute tout à l'heure, mais il y a aussi Synergie, qui est un salon reconnu, le Salon national de l'éolien en mer et des EMR, qui aura lieu à Nantes-Saint-Nazaire l'année prochaine en juin. Et c'est parfaitement complémentaire avec ce qu'on peut organiser nous. Voilà. Et donc, je voulais le souligner parce que pour les PME et ETI méditerranéennes, c'est important aussi de se déplacer sur des événements qui ont lieu sur d'autres façades. Il ne faut pas rester chauvin, uniquement régional, bien sûr. Sans oublier, bien sûr, Energaia en 2021, Mathieu. C'est une évidence. C'est une évidence. Avant qu'on prenne les questions du public, j'aimerais quand même lancer une dernière question à Marie-Laure Barrois. Pour monter des parcs éoliens offshore, il faut des femmes et des hommes. Donc la question de la formation est déterminante. Est-ce que vous avez déjà identifié les façons de former les jeunes hommes, ou moins jeunes d'ailleurs, les jeunes femmes qui vont travailler dans cette filière ?
Oui, alors aujourd'hui, on est en étroite collaboration avec la région qui pilote cette thématique et elle est en train de mettre en place une instance pour cette formation avec la direction de l'emploi et de la formation de la région Occitanie. Et dans ce cadre-là, Windoc jouera un rôle essentiel pour faire remonter les besoins du terrain, parce qu'avec notre casquette de technicien. Et aujourd'hui, cette instance sera composée de manière équilibrée avec des personnes du secteur institutionnel, du milieu industriel, et s'appuiera sur la richesse locale au niveau académique. Et nous avons la chance d'avoir le campus des métiers en Occitanie avec le lycée Duoda qui est spécialisé dans la maintenance des éoliennes, mais également le lycée de la mer à Sète, le lycée Paul Bousquet qui forme des jeunes dans le milieu, pour le milieu maritime, et également des instituts d'études supérieures comme l'IES, donc l'Institut d'électronique et des systèmes à Montpellier. Donc Windoc est vraiment impliqué dans cette démarche. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au temps de questions du public. Avant cela, quand même, nous avons à nouveau préparé une question de sondage pour avoir votre avis sur le point suivant. Selon vous, le développement de l'éolien offshore flottant représente-t-il une opportunité pour les régions maritimes, oui ou non? La question s'affiche sous le player, donc il faut sortir du mode plein écran pour la voir et pour y répondre. On vous donne le résultat d'ici quelques minutes. J'aimerais maintenant demander à Julien Siglar, qui modère les questions avec Joël Naillet, si nous avons des questions pour le public. Oui, merci Vincent. Bonjour à tous. Effectivement, plusieurs questions venant du public. Première question pour Monsieur Autric. Monsieur Autric, vous parliez justement d'études préalables qui sont menées et pilotées par l'État aujourd'hui dans le cadre de la préparation des appels d'offres des fermes commerciales. Quelles sont ces études et éventuellement, est-ce que des entreprises de la région pourraient être mobilisées pour ces études-là? Monsieur Autric, vous êtes revenu parmi nous? Oui, je pense que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Donc, actuellement, il y a effectivement des études qui sont programmées par l'État. Donc, il y a des études qui ont déjà été attribuées et qui vont permettre d'alimenter le dossier que nous sommes en train de constituer pour le débat public, ce qu'on appelle le dossier du maître d'ouvrage. Donc ça, c'est un premier point. Donc, les attributions ont déjà été faites. Je pense que par rapport à la question que vous avez posée, les entreprises pourront répondre à un appel d'offres qui va être engagé par le ministère de la Transition écologique et qui portera sur des prestations d'études environnementales notamment, puisque dans le cadre de la réforme que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'État qui va porter sur les différentes façades et préalablement à l'attribution des appels d'offres concurrentiels, que ce soit sur la Normandie, la Bretagne, puis la Méditerranée, portera donc l'état initial de l'environnement et qui permettra de caractériser les différents compartiments en mer comme à terre. Donc je pense que, comme on l'évoquait tout à l'heure, les entreprises d'Occitanie spécialisées dans ces métiers de prestation avec des mesures in situ en mer et des compétences en ingénierie de l'environnement pourront répondre à ces consultations. Très bien. Julien, est-ce que vous avez une question? Oui, une question, je pense, qui peut s'adresser à la fois à Mathieu Monnier et à Marie-Laure Barrois. Donc, aujourd'hui, au niveau des appels d'offres, quel rôle à la fois la FEE ou donc Windoc peut jouer dans la communication des appels d'offres de manière générale et entrer à l'éolien en mer flottant? Je peux peut-être répondre, oui. Justement, Windoc se veut être l'intermédiaire entre les donneurs d'ordre et les entreprises.
Et donc là, c'est un appel justement aux donneurs d'ordre, c'est nous faire savoir justement les appels d'offres, nous transmettre ces appels d'offres, qu'on puisse faire le relais auprès des entreprises membres de Windoc. Donc ça, c'est un rôle que peut faire Windoc et également les identifier avec l'aide de ses partenaires, donc la région ADOC, le Polmer et le cluster Sémater. Et puisque vous avez la parole, Marie-Laure, vous vouliez aussi ajouter un point tout à l'heure sur l'identification que vous faites des acteurs oui, dans Windoc. Alors voilà, comment on arrive concrètement à identifier de nouveaux acteurs pour la filière. Tout d'abord, pour pouvoir commencer cette identification, on a d'abord appris à se structurer et à s'organiser au sein de Windoc. En 2020, ça a été l'année du changement parce qu'on est passé d'un groupe d'entreprises à une dynamique régionale en s'appuyant justement sur ces 4 structures, la région Occitanie, l'Agence de développement économique d'Occitanie, donc ADOC, le Polmer Méditerranée et le cluster Sémater, cluster des énergies renouvelables. Et en s'appuyant sur ces entreprises, on a pu identifier d'autres acteurs. C'est vraiment une démarche partenariale globale. Et donc, nous participons à des salons, à des webinaires. On a eu la chance de pouvoir pitcher lors de la FOAT, donc le Floating Offshore Wind Turbine Conference en 2019 à Montpellier, en 2020 à Marseille et peut-être en 2021 en Bretagne. Donc voilà, on s'appuie vraiment sur tout ce tissu pour identifier les entreprises. Merci. Mathieu Monnier, vous vouliez compléter la réponse à la première question? Oui, je pense que effectivement, comme l'a interrogé Julien, nous, on est vraiment sur le front pour obtenir la meilleure programmation pluriannuelle de l'énergie qui soit pour les appels d'offres. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir expliquer aux entreprises quelle est la feuille de route de l'éolien en mer sur les 5 à 10 ans et expliquer les temps de développement et l'articulation entre le débat public, entre attribution d'appels d'offres, développement de demande d'autorisation, délivrance d'autorisation, sourcing, AMI, AMO aussi, on doit le faire bien sûr avec les clusters et avec le réseau consulaire. On n'a pas beaucoup parlé, mais il y a CCI Business ENR qui est une plateforme formidable de mise en relation entre les donneurs d'ordre et les PME et qui est déployée sur l'ensemble du territoire national avec aussi on va dire une articulation au sein de la CCI régionale Occitanie. Et c'est à nous de pouvoir expliquer clairement aux entreprises qui ne seraient pas familières ce qui peut les attendre en termes d'opportunités d'affaires. Merci. Julien, une autre question et des réponses plus courtes, s'il vous plaît. Merci. Donc, une autre question pour Marie-Laure Barrois. Question toute simple. Comment rejoindre la dynamique Windoc et doit-on être nécessairement issu du secteur des ENR? Marie-Laure. Alors, réponse rapide. Pour joindre la dynamique Windoc, il faut soit être adhérent du Polmer Méditerranée ou bien du cluster Sémater. Et on n'est pas obligé d'être du secteur, bien évidemment que non, puisqu'on attire les entreprises d'autres secteurs comme le secteur de l'aéronautique, de la mécanique, de la logistique. Donc, toute compétence est utile sur la chaîne de valeur. Merci pour la brièveté de la réponse. Julien, une autre question. Très bien, on va continuer donc avec les compétences et les expertises. Une question pour Monsieur Jérôme Strauss. Justement, aujourd'hui, dans votre préparation pour répondre aux besoins de l'éolien en mer flottant, êtes-vous à la recherche justement d'expertise, de compétences qui pourraient passer justement par le développement de partenariats à la fois avec des entreprises au niveau régional, au niveau national ou européen? Alors, concernant l'offre qu'on a aujourd'hui, qu'on étudie, on a déjà ciblé nos entreprises partenaires, mais on les connaît peut-être pas tous. Aujourd'hui, on a fait une première sélection et on a pris les entreprises qui avaient
on va dire, un cahier des charges qu'on a analysé, dont nous a remis déjà les appels à projets. On s'est appuyé sur ça pour remettre, nous, effectivement, en candidature, les mêmes exigences. Ah, j'ai peut-être un petit problème de connexion. Vous m'entendez? Non, vous inquiétez pas, on vous voit toujours. Excusez-moi. Et donc, on a sourcé sur les bases aujourd'hui des appels à projets. Donc, on a à chaque fois eu des réponses satisfaisantes, mais on peut toujours ressourcer et remodifier nos offres au fur et à mesure. Et les projets, là, on a répondu pour l'installation de FGL, pour CARE et les autres projets qui vont venir. À chaque fois, je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, pour les projets de ferme commerciale, les cartes vont être rebattues et les consultations à nouveau remenées. Parce que ce qui est aujourd'hui les 2 porteurs de projets de ferme pilote, ça sera peut-être un des 2 qui va candidater aux fermes commerciales, mais peut-être que ça sera un 3e ou un 4e qui aura lui aussi un autre cahier des charges à nous remettre. C'est aussi aujourd'hui, quand je parlais de visibilité, c'est aussi se préparer à ce qui va se passer dans 5 ans, 6 ans, et c'est peut-être un autre qui va avoir le projet, et on ne sait pas quelles vont être ses attentes. Merci. Julien, encore une question? Oui, une question pour M. Wimstub. Vous parliez d'exemples de compétences maritimes locales et la nécessité de travailler à partir de ces compétences qui existent. Pourriez-vous donner des exemples de ces compétences maritimes sur lesquelles vous êtes appuyé au port d'Ostend? Laissons dire que il y a plusieurs éléments qui sont là. Premièrement, il y a toutes les fonctions traditionnelles qui sont dans le port, c'est-à-dire charger et décharger des bateaux, c'est très important. Chez nous, je ne sais pas comment ça se passe à part la nouvelle, on a une différence entre marée haute et marée basse de 5 mètres, je m'excuse. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser les activités et de charger et décharger. Chez nous, c'est toujours en fonction des marées. Donc, il y a toute une connaissance locale qui est là, parce que ce n'est pas évident. Il faut prévoir aussi les structures maritimes d'une façon que ça ne pose pas de problème pour décharger et charger, par exemple, les CTV et les SOV, qui sont de plus en plus en fonction aujourd'hui. Deuxième exemple, donc, on sait très bien que… Pardon de vous interrompre, mais qu'est-ce que c'est les ingrammes que vous venez de dire? Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, les SOV? SOV, c'est pour la maintenance, il y a 2 types de bateaux. Il y a les bateaux qui marchent, qui vont chaque journée comme un petit minibus au parc éolien. C'est un bateau où on peut prendre de 12 à 24 personnes à bord. Mais pour les parcs qui sont beaucoup plus loin, donc 50 mètres, ce n'est pas évident d'aller chaque journée le matin dans le parc éolien. Donc, on travaille avec des bateaux qui ressemblent pas mal à des bateaux qui ont utilisé dans le secteur pétrolier, où il y a plusieurs techniciens à bord et qui vont pour à peu près 15 jours, ils vont travailler pour la maintenance. Ils ont des petits bateaux d'approchement à bord. Donc, c'est vraiment presque des usines de maintenance à bord. Ils ont aussi à l'intérieur une zone pour faire des travaux sur le métal, par exemple. Donc, c'est des bateaux qui sont beaucoup plus équipés et qui vont pour une durée normalement de 15 jours dans les parcs pour vraiment faire la maintenance. Donc, je voulais juste comprendre ce que ça voulait dire, mais je ne voulais pas vous amener sur le développement sur les bateaux. Je vous laisse poursuivre le propos initial plutôt. Oui, ok, je m'excuse. Donc, autre chose, c'est donc aussi tout ce qui concerne la construction maritime des bateaux, la maintenance des bateaux. On sait très bien que certains, comme chez nous, c'est assez, je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais on a beaucoup de problèmes avec le sel, donc l'érosion. Donc, ça, c'est des choses avec lesquelles les gens qui travaillent dans le métal chez nous, on a pas mal de connaissances pour voir qu'est-ce qu'il faut utiliser en tant que matériaux pour travailler,
c'est-à-dire pour éviter la collision beaucoup plus proche. C'est des choses très petites, mais qui sont importantes aussi pour, d'un côté, baisser les coûts, mais aussi avoir une meilleure durabilité des produits qu'on est en train de faire. C'est pour ça, par exemple, qu'on a aussi installé chez nous une sorte de centre de test en mer pour développer de nouvelles technologies et pour voir, par exemple, sur la collision, s'il y a des peintures ou des autres choses qui sont beaucoup mieux, des produits qui sont beaucoup mieux pour travailler dans des parcs éoliens. C'est des petites choses, mais c'est ensemble avec les entrepreneurs locaux qu'on a développé ça. Donc, je peux continuer comme ça, mais je sais que le temps est assez limité. Donc, Merci. Non, j'aimerais qu'on puisse prendre encore au moins une question. Est-ce qu'il en reste, Julien? Oui, on a beaucoup de questions, mais peut-être juste une dernière question qui est revenue à plusieurs reprises, peut-être pour Mathieu Monnier, sur l'accès aux donneurs d'ordre. Donc, il y a une question justement pour les entreprises du territoire, mais pas que. Est-ce que la FEE peut faciliter cet accès aux grands donneurs d'ordre, notamment les turbiniers? Oui, évidemment. Donc, alors la réponse facile, ce serait de dire adhérer à France Énergie Éolienne. Il y a certes des donneurs d'ordre très importants comme Siemens Gamesa, General Electric, Vestas, etc. Mais il y a aussi et surtout des PME et des ETI. Et nous, on travaille en bonne intelligence avec les clusters et les pôles de compétitivité pour faire la mise en relation. Donc, ça veut dire que pour des événements de filière en local, très souvent, les clusters et pôles nous demandent des contacts avec les grands donneurs d'ordre qui sont chez nous. Nous, on organise nos travaux en commission thématique et le président de la commission offshore, par exemple, c'est le directeur business development Siemens Gamesa France. Donc, vous voyez, on a des contacts très faciles et quotidiens avec eux. Effectivement, il y a un lien privilégié pour ceux qui adhèrent à la Fédération nationale de l'énergie éolienne, c'est évident. Mais de toute façon, nous, on travaille étroitement avec vos partenaires régionaux. Donc, ça veut dire que si vous adhérez, si vous participez aux initiatives du pôle mer de Cemater ou de Windhoek, de toute façon, vous croiserez forcément ces donneurs d'ordre. Mais je vous invite vivement à le faire parce qu'ils ne viendront pas chez vous. C'est vous qui irez chez eux. Merci. Ça va peut-être faire écho à la question du sondage que nous avions là. Le sondage était, selon vous, le développement de l'éolien offshore flottant représente-t-il une opportunité pour les régions maritimes? Qu'en pense notre public? Est-ce qu'on pourrait avoir la réponse à la question? 98,1%. Donc évidemment, c'est une opportunité pour les régions maritimes. Maintenant, il ne reste plus qu'à les saisir, si on peut résumer la table ronde de cette façon. Je vais remercier d'une part nos modérateurs, Julien Siglard de l'agence ADOC et puis Joël Naillet qui travaille à la région Occitanie pour leur modération, et puis bien sûr remercier tous nos intervenants de cette table ronde, tous les 5. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'année. Et Energaia se poursuit cet après-midi, comme je l'ai dit, avec l'hydrogène. Donc, on se retrouve dès 14 h pour un autre sujet, mais en lien fort avec l'éolien et l'éolien offshore flottant. Merci à tous à nouveau et bon appétit. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne fête.